Je suis Élodie Comblé, responsable du pôle santé prévention au CDG 36. Je suis accompagnée ce matin par Monsieur Carvalho et Madame Bayon de la ISMT 36. L'idée de cette vidéo est de faire suite à une réunion qu'on a déjà eue au mois de décembre pour faire le point finalement sur les démarches d'adhésion au service de la ISMT 36. Rodolphe, est-ce que vous voulez dire un mot d'introduction avec Madame Bayon ou est-ce qu'on commence à démarrer? Non, donc Madame Bayon est mon assistante de direction et en charge le service adhésion. Donc c'est l'interlocutrice dès lors qu'il y a des questions sur la partie adhésion. Parfait. Alors, donc pour démarrer, pour reprendre juste rapidement le contexte de cette visio et de notre intervention, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas participé à la visio du mois dernier, juste pour rappeler qu'historiquement sur le département, du coup, les collectivités en fait territoriales et établissements publics adhèrent en fait à différents services de santé au travail pour permettre le suivi médical de leurs agents. Donc, grossièrement, on a à peu près la moitié des collectivités qui sont adhérentes de façon autonome aux services proposés par la ISMT 36. L'autre moitié était jusqu'au 31 décembre 2024 adhérente à une convention historique que nous avions, centre de gestion, avec la MSA Berry-Touraine, permettant le suivi des agents par les services de santé au travail de la MSA. Et quelques collectivités à la marge assuraient en autonomie finalement le suivi médical des agents avec un service ou un médecin en interne. Donc, comme je viens de le dire, la convention MSA Berry-Touraine, sur laquelle vous étiez adhérent, a pris fin à la demande de la MSA au 31 décembre 2024 du fait de difficultés de recrutement. On a une démographie médicale qui est compliquée sur le département. Le centre de gestion cherche à créer son propre service de santé au travail, mais voilà, tout comme les autres services, eh bien, on n'arrive pas à recruter de médecins du travail, ce qui met en stand-by finalement notre projet malheureusement. Et heureusement, par contre, la ISMT 36 a proposé de poursuivre le suivi des agents qui étaient suivis jusque-là par la MSA Berry-Touraine dès le 1er janvier 2025 pour les collectivités qui le souhaitent, et donc de rejoindre leur service qui accompagne déjà finalement l'autre moitié des collectivités du département. Donc on a fait une visio le 12 décembre qui permettait de présenter l'offre de service de la ISMT 36. Cette visio va être mise en replay sur le site pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas participé à celle-ci. Donc là, aujourd'hui, le but de la visio, c'est pas de revenir sur l'offre de service, c'est vraiment d'aller sur la partie concrète de comment est-ce qu'on adhère, quels sont les types de risques en fait qu'il faut renseigner et quel type de suivi médical sera proposé à vos agents. Je veux juste rappeler une chose aussi, parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. On va dire que le suivi médical des agents, c'est une obligation réglementaire. Ce n'est pas un choix possible pour un employeur public, tout comme n'importe quel employeur. C'est écrit dans le Code du travail et c'est écrit également dans le Code général de la fonction publique et dans le décret de 85 qui régit la fonction publique territoriale. Il y a bien une obligation des collectivités de disposer en fait d'un service de santé au travail d'une façon ou d'une autre, soit en créant un propre service en interne, soit en adhérant en fait à un service externe porté par une association, une structure interentreprise ou assimilée, comme l'est la ISMT 36 ou comme pouvait être la MSA, à un service commun mutualisé à plusieurs employeurs publics ou au service créé potentiellement par un centre de gestion, ce qui, on espère, sera un jour notre cas. Donc voilà, c'est bien écrit dans le marbre, c'est pas un libre choix de la collectivité. C'est vraiment important que vous ayez ça en tête parce que j'ai des collectivités qui me disent qu'elles ne vont pas adhérer à la ISMT cette année parce que le suivi médical des agents a été fait l'an passé par la MSA, que la visite est tous les 2 ans et donc que c'est pas obligatoire. Eh bien, vous trompez complètement, attention à ça. Les agents, au-delà de la visite périodique tous les 2 ans, peuvent voir les services de santé au travail à tout moment, soit à votre demande, soit à la demande aussi de l'agent ou même du médecin du travail, parce qu'il peut y avoir des visites entre deux, de suivi, parce qu'il y a des soucis particuliers ou quoi. Et si demain il arrive quoi que ce soit à vos agents et que vous n'avez pas mis en place le suivi médical, ça peut être très lourd de conséquences juridiques aussi. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Je préférais le rappeler. Donc, du coup, l'idée d'aujourd'hui, comme je le disais, c'est de parler vraiment de comment est-ce qu'on effectue cette démarche d'adhésion, quelles sont les démarches que vous devez réaliser, vous, en tant qu'employeur, par rapport à ça. Et donc là, je vais laisser Monsieur Carvalho et Madame Bayon peut-être présenter cette partie plutôt technique. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc
Comme l'a dit mademoiselle Comblé, je vous ai déjà présenté l'offre de service il y a quelques semaines. Là, l'objectif, c'est de rentrer plus dans le détail du pratico-pratique pour réaliser l'adhésion. Donc, la présentation se divisera en deux parties. L'explicatif sur la démarche d'adhésion sur notre logiciel métier et ensuite des explicatifs sur les déclarations des risques auxquels vos agents peuvent être confrontés, puisque ça a une incidence sur la périodicité des visites médicales réalisées. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre sur l'adresse mail www.ismt36.com. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez plusieurs onglets, un onglet salarié, un onglet employeur. Et donc, vous devez cocher sur l'onglet employeur. Et à partir de là, vous avez un onglet préadhésion sur lequel vous devez appuyer et vous arrivez sur cet écran. Donc, la première chose à faire, c'est de cocher j'accepte que mes données soient traitées en accord du Règlement général de la protection des données, la RGPD. Nous avons une politique RGPD comme toute structure. Et donc, c'est la condition première pour pouvoir demander une préadhésion auprès de notre service. Une fois que vous avez coché cette case, vous appuyez sur Initier ma demande. Dès lors, vous voyez déjà apparaître un certain nombre de renseignements à fournir, alors que ce soit du côté employeur, mais aussi du côté salarié. On a besoin de tous ces éléments pour créer votre fiche d'adhésion, de préadhésion. Donc, côté employeur, numéro de SIRET, code NAF, la forme juridique, la raison sociale, votre activité, les adresses complètes, les téléphones principaux, les emails, nom du responsable. Alors, c'est important d'être très précis dans les données que vous allez inscrire, puisqu'ensuite, nous, on se base sur ces données pour, si plusieurs si plusieurs adresses mail existent, bah, s'il y a une adresse mail pour les convocations, nous enverrons les convocations à cette adresse mail. Si l'adresse mail est différente pour la facturation, on enverra bien évidemment la facturation à l'adresse mail concernée. Donc, il faut être très précis dans les éléments que vous pouvez inscrire. Et puis ensuite, côté salarié, donc le nom, le nom marital, prénom, date de naissance, enfin, en tout cas, toutes les informations qui concernent votre agent et le code PCS. Alors, je ne sais pas, Élodie, si le code PCS, ça parle beaucoup aux collectivités locales. Bah, vous avez la possibilité en fait de classer par métier au travers d'un code. On peut l'obtenir sur Google, hein, sur Internet. Sur un moteur de recherche, vous tapez liste PCS et vous avez tous les métiers qui sont référencés en lien avec l'activité professionnelle. Là, on commence déjà à vous poser des questions sur l'agent ou le salarié. Est-ce qu'il s'agit d'une femme enceinte, moins de 18 ans, des salariés exposés à l'amiante, salariés exposés au risque de chute, habilitation électrique, etc., etc. Ces premiers éléments permettent déjà de cadrer le suivi médical du salarié, puisqu'en fonction de ces éléments, on sait déjà si le médecin du travail va être amené à rencontrer dès le démarrage de l'agent ou si ça peut être l'infirmière qui peut effectuer. Alors oui, code PCS, il est obligatoire. Si on n'a pas de code PCS, on ne peut pas créer l'adhésion de l'agent. Je me permets de réagir en fonction des questions, n'hésitez pas, hein, donc voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments. Y compris les risques professionnels obligatoires. Voilà. S'il n'y a pas de risque professionnel, il y a une petite case où on peut mettre pas de risque professionnel. Donc ça veut dire que l'agent, par exemple, n'est soumis à aucun risque, Voilà. ce qui peut être le cas. Hein. Donc là, si vous avez la possibilité de cocher cette case pour éviter de remplir tous les autres risques auxquels un agent pourrait être confronté. Voilà, une fois que vous passez à ce troisième écran où là, on demande donc votre test d'éligibilité à l'adhésion, donc on demande votre code postal. Alors pourquoi on vous demande votre code postal? C'est qu'en fait, le fonctionnement d'un service de santé est très cadré au niveau du code du travail et donc on a une intervention géographique. C'est-à-dire que des entreprises qui sont hors du département, on ne peut pas les accompagner, sauf pour des travailleurs qui sont amenés à faire des travaux, par exemple, d'une manière ponctuelle sur notre département, on peut les accompagner. Mais en tout état de cause, le siège d'une entreprise qui est basée dans un autre département que le nôtre ne peut pas être accompagné par la ISMT 36. Donc ça, c'est une règle de base et on vérifie bien qu'on est dans notre champ d'intervention. Ensuite, on va vous demander votre code NAF, votre numéro de SIRET si vous en avez un, et est-ce que votre entreprise dispose de salariés? Alors, cette question est faite aussi, on peut nous accompagner des salariés employeurs ou des travailleurs indépendants qui n'ont pas de salariés.
d'où la raison de cette question. On peut continuer, Elodie, si vous voulez. Une fois que vous avez rempli les renseignements, c'est une vérification de ce que vous avez inscrit, et si ça convient, on poursuit la demande. Donc là, c'est là où il faut être très, très précis, Oui. sur la liste des contacts au sein de votre établissement. Pourquoi? Parce que vous devenez nos interlocuteurs, et en fonction des situations ou des demandes, c'est pas forcément le même interlocuteur que vous aurez chez nous et que nous, on peut avoir dans vos collectivités. Donc, il arrive très souvent qu'une adresse mail pour les convocations, c'est une RH ou une secrétaire, etc. Mais que l'adresse mail pour la facturation, c'est pas la même. Donc là, c'est vraiment à vous de bien identifier les interlocuteurs et les personnes que vous souhaitez qu'on contacte dès lors qu'il y a une question ou autre. Ensuite, si vous avez différentes adresses postales, alors je ne suis pas certain que ce soit le cas pour les collectivités, mais nous, il nous arrive d'avoir une holding et puis des entreprises disséminées partout sur le département. Il y a aussi la possibilité de créer plusieurs adresses d'établissements. Dans notre jargon interne, on parle de rattacher et de regroupement et de regrouper. Voilà, regroupant, regrouper. Et à partir de là, c'est là où vous allez pouvoir enregistrer vos salariés. Puisque là, c'est vraiment de l'obligation, mais je crois qu'Élodie, on a prévu dans la présentation ce rappel-là, c'est vraiment de l'obligation de l'employeur de déclarer ses agents et ses salariés. Pourquoi? Très bonnement, parce que vous les connaissez mieux que nous et vous connaissez mieux leur activité, donc c'est important que ce soit l'employeur qui déclare ses agents. Donc pour commencer, on a fait ajouter un salarié, et à partir de là, vous tombez sur la fiche d'identification du salarié avec tout ce qui est la situation civile, la situation en entreprise. Donc voilà pourquoi le code PCS est important, parce qu'on va vous le demander ici. Son métier, le type de contrat sous lequel il a été recruté, sa date de recrutement. Et c'est cette fameuse case à cocher. Si aucun risque, vous pouvez cocher, ce salarié n'est soumis à aucune surveillance particulière. Par contre, si vous identifiez parmi la liste des risques qui sont mentionnés ici qu'un de vos agents est soumis à ce risque, il faut le cocher. Automatiquement, on a la surveillance SIA ou SIA suivant ce qu'on coche. Oui, voilà, en fonction de ce que vous cochez, et ça fera partie de la deuxième partie de la présentation, vous avez déjà une indication sur le type de suivi que votre agent va avoir au sein du service. Donc peut-être du coup, c'est peut-être le moment d'indiquer aux collectivités que c'est important de préparer votre liste d'agents en amont avec toutes les informations qui vous sont demandées, parce que j'ai déjà questionné la ISMT pour vous. Vous allez devoir rentrer tous vos agents au moment de la préadhésion, c'est-à-dire que vous n'aurez pas moyen finalement d'entamer l'enregistrement et d'y revenir plus tard. D'où l'importance de préparer vos données préalablement, y compris les risques, pour justement pouvoir finaliser votre démarche de préadhésion au moment où vous allez l'entamer en fait. Alors oui, c'est important, quand vous allez démarrer votre adhésion, il faut choisir un moment où vous pensez que vous allez être un peu au calme. Alors préparer les documents, mais aussi essayer de ne pas être trop embêté par des accueils ou des téléphones. Alors la démarche ne dure pas si longtemps que ça, tout dépend du nombre d'agents que vous devez déclarer. Mais cette étape, elle est cruciale parce qu'en fonction des informations que vous allez donner, ça va déterminer le type de suivi médical de vos agents. Alors après, on peut tout à fait revenir en arrière, ça peut arriver aussi de se tromper, mais là, il faut être très précis dans à la fois le type de métier sur lequel votre agent intervient et les risques auxquels il est confronté. Moi, j'ai juste une question, c'est vrai que je ne voulais pas poser. Par rapport à la situation, on voit type de contrat. Est-ce qu'il y a des données, enfin, il y a quelque chose de spécifique par rapport aux fonctionnaires ou pas du tout? Ou est-ce qu'on est sur CDD, CDI, vous n'avez pas d'agent titulaire? Parce que nous, ça ne marche pas forcément par contrat, en fait. Vous avez normalement tous les types de contrats dans le volet déroulant. On pourra vérifier, mais les autres collectivités locales qu'on accompagne déjà ne nous ont pas fait remonter ce type de difficulté. Mais on pourra vous le redire, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Donc voilà, vous avez rempli votre premier salarié, on le voit bien là, nom, prénom, né le 4 décembre 98. Et de la même façon, si vous avez 3, 4 agents ou plus, vous rappuyez sur « Ajouter un salarié » et vous rebasculez sur la fiche descriptive que je vous ai montrée précédemment. Une fois que vous avez déclaré tous vos salariés, vous pouvez poursuivre la demande. Pièce complémentaire à votre demande, donc,
Pour les entreprises installées dans l'Inde, nous vous remercions de transmettre les fiches de poste de vos salariés, si vous les avez, hein, bien Oui, évidemment. c'est pas un L'objectif, c'est objet ça. bloquant. Non, c'est pas un objet bloquant, mais si vous les avez, nous, plus on a d'éléments sur le poste de votre agent, plus les équipes médicales auront déjà des informations lors de leur visite médicale. Alors, puis ça ne vous concerne pas, mais c'est pour les agents intérimaires hors département. Voilà. Donc, si vous avez les fiches de poste, c'est très bien. Si vous pouvez nous les joindre, c'est parfait. Si vous ne les avez pas, on fera différemment. On peut poursuivre la demande. Et donc là, on arrive à la finalité de votre adhésion. Donc, apparaît bien le nom et prénom du signataire de la demande d'adhésion, la fonction au sein de l'établissement, email, de cocher 2 cases. J'ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la INCNT 36 et m'engage à respecter les obligations figurant. Donc ça, c'est des éléments qu'on vous joint et vous avez accès sur le site Ils sont internet. sur le site internet. Oui. Et je confirme ma demande d'adhésion. Vous validez votre demande et à partir de là, vous allez recevoir un bordereau de préadhésion sur votre adresse email. Et dès que votre demande de préadhésion est réceptionnée par notre service, on vous fera parvenir par mail une facture appelée Proforma. Alors, j'ai vu que le service comptable, on peut éventuellement, au lieu d'envoyer une proforma, une facture numérotée, parce que je sais que les fonctions publiques passent par Chorus et qu'ils ont besoin d'une facture numérotée. Donc, j'ai vu avec elle, j'enverrai plutôt une facture numérotée. Ok. Super. Parfait. Et dès lors qu'on a adressé la facture numérotée, vous pouvez consulter dans votre espace personnel en utilisant les identifiants et le mot de passe que le service adhésion vous aura fourni. Donc, vous avez une connexion directe avec un mot de passe et un identifiant qui vous permet ensuite d'avoir un état des lieux, une vision très précise de la liste de vos agents. Et nous sommes en train de développer l'espace connecté de notre logiciel métier qui vous permettra également de voir les futures visites en cours ou les visites en retard, qui vous permet d'avoir aussi un tableau de bord qui est le même que le nôtre. Et à quel moment intervient l'envoi de la convention que les collectivités doivent signer pour adhérer à vos services? Bah, dès que vous avez fait la démarche de préadhésion, on vous l'envoie dans la foulée ou... Non, ils l'ont déjà, hein, ils me le retournent, hein, en général, il est signé. Je pense que vous l'avez déjà transmis. Oui, je l'ai transmis en modèle pour que les collectivités puissent le passer en délibération pour ceux et celles qui ont besoin de délibérer. Il y a un certain nombre de conventions signées et de préadhésions faites sur le site. Donc voilà. Donc, elle vous le renvoie en retour de mail après la préadhésion. Je fais signer ensuite et je leur retourne un exemplaire signé. Ok, parfait. Donc, du coup, si on résume un petit peu les informations importantes, il est important de préparer finalement votre démarche d'adhésion avec la liste de l'ensemble des éléments qui vous sont demandés, que l'on vous a présenté là tout de suite. C'est important de vous rappeler que cette adhésion, c'est à la collectivité, c'est à l'employeur de la réaliser, hein. J'insiste là-dessus parce que la démarche est différente par rapport à ce que l'on avait mis en place par rapport à la convention MSA, hein, qui était proposée. Et du coup, le rôle du CDG, nous, on n'intervient pas directement dans les démarches d'adhésion, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai des collectivités qui m'envoient les documents. Je pense que certaines pensent que c'est nous qui faisons les démarches, mais ce n'est pas le cas. Nous, on est facilitateurs, on est partenaire de la ISMT, hein, pour le bénéfice de chacun et chacune. Mais par contre, voilà, c'est pas nous qui sommes les petites mains à réaliser cette adhésion. C'est vraiment important que voilà, vous ayez conscience que c'est à vous de le faire. Nous, on essaye de vous faciliter les choses en vous mettant en place tous les documents qui sont nécessaires. Donc là, vous avez sur le support un rappel de l'ensemble des modèles de documents et des listes qu'on vous a présentés, hein, et on vous a créé un modèle de délibération pour les collectivités qui ont besoin de redélibérer par rapport à ça, en fonction des délégations que peuvent avoir déjà vos élus ou non. Le modèle de convention, en effet, comme l'a dit Madame Bayon, on vous l'avait transmis justement en lien avec ça. On vous a également transmis un modèle de courrier agent à transmettre à vos agents pour demander en fait l'autorisation du transfert du dossier médical. Parce qu'en effet, par rapport à ça, hein, c'est réglementaire, c'est-à-dire qu'en cas de changement de service de médecine préventive, il est bien indiqué dans le décret de 85 que le dossier médical peut être communiqué au médecin, mais il faut bien un recueil par écrit du consentement préalable de l'agent. Donc là, c'est à vous aussi, employeur, de transmettre ce document à vos agents, de leur faire signer le document, de les centraliser ensuite pour les transmettre derrière à la ISMT qui pourra prendre le relais auprès de la MSA dès lors que vous avez finalisé votre adhésion, hein. C'est bien ça. Les courriers vous sont envoyés quand l'adhésion est faite aussi, on est d'accord?
Les courriers. D'accord, des agents. Les courriers agents, en fait, pour le demande de transfert de dossier médical. Alors, certains me l'ont envoyé avec la convention et d'autres Oui. un peu plus tard, mais c'est pas... Donc l'idée, c'est de l'envoyer dès que possible, dès qu'ils ont les Oui, deux, voilà, les courriers, de vous les transmettre. Hein. Il y a certains qui n'ont pas finalisé et ils me l'enverront un peu plus tard pour le reste des salariés, mais ça peut se faire un petit peu plus tard. Ouais. Ok. Bien évidemment, avec l'envoi de vos codes pour pouvoir vous connecter sur votre espace connecté, vous aurez aussi le nom de l'équipe médicale qui va vous accompagner. Hein. Donc, vous aurez déjà identifié le médecin du travail qui sera en charge de votre collectivité locale. Pour revenir sur la déclaration des risques, je sais que ce n'est pas toujours très simple hein, d'identifier très clairement les risques auxquels sont confrontés vos agents. Si vous avez un doute, vous aurez tout à fait le temps après d'échanger avec l'équipe médicale qui vous accompagne pour être certain que vous avez bien classé votre agent par rapport aux risques obligatoires. Donc, ne surtout pas tout cocher, plutôt l'inverse. Cochez réellement ce que vous pensez ou au minima, parce que plus vous allez cocher, plus ça va augmenter le niveau de suivi médical de votre agent et parfois, ce n'est pas justifié. Donc voilà, si vous avez des doutes sur certains agents, cochez le minimum et après, il y aura un échange avec l'équipe médicale puisqu'ensuite, soit le médecin du travail, soit l'infirmière, en fonction de l'agent qu'il aura en face de lui, va déterminer la typologie de suivi et peut surréajouter ou enlever des risques que vous auriez pu cocher par erreur ou de manière supplémentaire. Voilà. Donc, c'est un moment un peu compliqué, je sais, mais voilà, si vous avez des doutes, il y aura de toute façon des échanges avec vos équipes médicales. Et puis, vous pouvez également vous baser aussi sur le document unique hein, d'évaluation des risques pro pour ceux et celles qui l'ont réalisé. Hein, vu que dans les unités de travail, on vient identifier les risques aussi, vous pouvez retrouver des éléments là-dessus. Donc, si vous avez besoin et que vous avez bénéficié de l'intervention d'un de mes collaborateurs, n'hésitez pas non plus aussi à se tourner vers lui si vous voulez être rassuré avant les démarches d'adhésion. Moi, je ne vois pas toutes les questions passer, Elodie, donc je vous laisse. Alors, j'ai deux questions. La dernière étant, lors d'un recrutement d'un nouvel agent, quelle est la procédure? Donc, du coup, je suppose pour l'intégrer. Alors, il suffit d'aller sur le site de la XMT avec les identifiants et mots de passe qu'on vous aura communiqués et d'insérer le nouveau salarié. Automatiquement, ce nouveau salarié est transmis à la boîte mail de la secrétaire médicale qui reprend contact avec la collectivité pour planifier la visite. Parfait. Et du coup, il y a une autre question aussi. Donc là, c'est par rapport au deadline, hein, parce que moi, j'ai des collectivités qui aujourd'hui doivent passer cette décision en assemblée délibérante pour autoriser le maire ou le président à signer la convention, parce que peut-être que certains n'ont pas de délégation là-dessus aujourd'hui. Donc j'ai une collectivité qui demande, voilà, par rapport au délai, comment gérer, parce que conseil communautaire qu'au mois de février, donc pas de délibération avant le 31 janvier 2025. On est d'accord que les démarches d'adhésion sur votre site, c'est principalement d'ici la fin du mois de janvier, c'est ça? Oui. Oui, on a notre campagne d'adhésion, la grosse campagne d'adhésion, parce que sinon on aurait des adhésions tout au long de l'année. Mais Ouais. bien évidemment, en cours d'année, on accepte des nouvelles entreprises ou des collectivités en adhésion, il n'y a pas de souci. Oui. Après, voilà, en tant que collectivité, ça dépend aussi voilà, déjà des pouvoirs de délégation que peuvent avoir vos élus et de l'échange que vous avez avec eux. Voilà, est-ce qu'il est possible d'entamer les démarches de préadhésion avant la délibération? Voilà, ça dépend vraiment des délais de vos assemblées aussi et des échanges que vous avez avec vos élus. Mais voilà, comme le disait la ISMT, on peut trouver une solution. Oui, alors je sais que c'est plutôt à la marge dans les collectivités, mais on a parlé beaucoup d'inscription des salariés. Mais nous arrive que certaines entreprises maintiennent dans leur effectif des salariés qui ne sont plus présents dans leur effectif. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, la cotisation, c'est au per capita, donc c'est par salarié. Donc il peut arriver parfois que des entreprises payent plus que de raison parce que des salariés ne sont plus présents dans leur effectif. Si c'est votre cas, il faut bien penser à sortir l'agent de l'effectif que vous avez déclaré. Alors je sais, c'est un peu particulier chez vous, mais ça peut arriver. Donc il faut avoir à l'esprit si un agent quitte la collectivité, de l'enlever de l'effectif déclaré. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions de collectivité par rapport aux démarches d'adhésion réelles avant qu'on passe à la deuxième partie? C'est vraiment très simple et très intuitif, hein. Enfin, voilà, je pense qu'Élodie, le centre de gestion a fait son Oui. adhésion, donc je ne pense pas que vous ayez rencontré de difficultés particulières pour faire les différentes démarches. Ça me semble assez ludique, on va dire ça comme ça. Ma collègue, Madame Jubard, est connectée justement. Hein, c'est elle qui est notre collègue RH. Et en ayant échangé avec elle, vraisemblablement, voilà, elle n'a pas eu de difficultés particulières
tout avait l'air assez intuitif. Enfin voilà, donc c'était plutôt. En tout cas, on n'a pas ressenti de difficulté. Doit-on inscrire tout agent, même sur des durées de contrat très courtes? Alors, c'est quoi très court? Parce que c'est difficile d'avoir un suivi médical sur un salarié qui va rester 3 semaines. Oui. Donc là, non, je dirais. On a une planification qui est ce qu'elle est, hein, par rapport à notre activité. Heu, c'est 2 généralement mois, un oui. 1 mois, c'est déjà si on arrive à donner un rendez-vous à 1 mois, c'est déjà bien. 2 mois, on commence à rentrer dans la marge, Mmh. mais ça peut arriver que, l'agent soit déjà parti quand on va vous proposer la visite. Donc Ouais. sur ces situations-là, moi je vous Donc au bout conseille de 3 mois, je dirais. de vous rapprocher de la secrétaire médicale qui sera votre interlocutrice et qui vous dira si c'est jouable ou pas en termes de planification des professionnels de santé. Avant de l'insérer dans le contrat. Bien sûr, oui, oui, n'insérez pas le salarié avant d'avoir eu l'échange avec la secrétaire pour savoir si réellement il faut l'intégrer dans vos effectifs ou pas. Et si après on vous voit. Voilà. Par exemple, un contrat de 2 mois, suivi très court, un agent utilise pour des remplacements 18 heures par an. Ah. Donc là, en effet, je pense qu'il faut échanger avec Là, ce les sera collègues vraiment au cas par cas et avec votre secrétaire médical qui pourra déjà vous orienter et vous dire si c'est de manière récurrente, j'ai envie de dire oui. Si c'est vraiment de manière, si c'est tous les ans comme Occasionnel. ça, et si c'est occasionnel, c'est pas forcément Mmh. judicieux parce que vous allez payer une adhésion et on n'aura pas pu faire la visite, Non. ce qui est pas du tout, l'objectif, de notre suivi médical. Puis ça dépend aussi peut-être finalement du poste occupé, des risques auxquels peuvent être confrontés l'agent aussi. Bien sûr, s'il y a un risque vraiment très important, on est aussi en capacité de réagir, mais voilà, l'activité au quotidien, bah, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on accompagne plus de 44 000 salariés. Bon voilà, on est aussi tributaire de notre activité au quotidien. Ok, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. De toute façon, n'hésitez pas hein, au fur et à mesure. On va peut-être pouvoir passer du coup à la deuxième partie, donc la déclaration et le suivi individuel. Oui, non, on a essayé d'être le plus synthétique possible parce que c'est pas forcément évident de tout de suite comprendre le fonctionnement des suivis médicaux au sein des services de santé. Là encore, là, je vous donne une première information. N'hésitez pas, une fois que vous aurez vos interlocuteurs, équipe médicale, de se rapprocher d'eux. Ils pourront aussi vous orienter par rapport au type de suivi. Pour résumer, il y a 3 grands types de suivi médical. On parle du suivi individuel renforcé, les SIR. Alors, on a beaucoup d'acronymes aussi chez nous, hein, vous inquiétez pas. Donc, les SIR, très clairement, c'est les salariés les plus exposés au risque, qui nécessitent un suivi médical plus rapproché et, chose importante, qui délivre un avis d'aptitude par le médecin du travail. Donc ça, c'est dans la législation. Le législateur a voulu protéger ses salariés avec un interlocuteur médecin du travail. Ça ne veut pas dire pour les autres salariés qui sont suivis, qui vont rencontrer des infirmières, on n'est pas sur un service dégradé, mais ce n'est pas tout à fait le même champ d'intervention. Donc, les salariés qui sont exposés à l'amiante, au plomb, aux agents biologiques, aux agents cancérogènes, aux chutes liées au démontage échafaudage, donc travail en hauteur, les rayonnements ionisants, les risques hyperbares, on en a très peu hein, sur le département, des risques hyperbares, des titulaires d'un CACES ou d'une habilitation électrique, tout type d'habilitation électrique. Donc là, le législateur est en train de changer, hein, parce que c'est monopoliser, je trouve, des médecins du travail sur des visites d'habilitation électrique une, c'est-à-dire on est capable de changer une ampoule. Je ne vois pas trop l'intérêt. Ça risque de changer un petit peu. Les moins de 18 ans, bien sûr, effectuant des travaux dangereux et toute manutention manuelle de plus de 55 kg de manière répétée. Hein, là aussi, parce que là, parfois, les employeurs veulent bien faire en mettant en cire des agents qui soulèvent des 55 kilos. Alors certes, ça peut arriver, mais si ça arrive 3 ou 4 fois dans l'année, on ne peut pas considérer qu'ils sont soumis à des risques surexposés. Pour l'employeur, dès lors qu'on déclare un agent en cire, et s'il y a une embauche, la visite doit se faire avant l'embauche par le médecin du travail qui doit donner lieu à un avis d'aptitude. Là, à cette étape-là, le médecin du travail peut tout à fait dire, compte tenu de la pathologie de l'agent, et si vous l'embauchez sur ces risques-là, moi, je ne délivre pas d'aptitude parce que ça met en danger. Et ensuite, bah, vous avez des avis d'aptitude ou des suivis intermédiaires. C'est là où ça se complique un peu. En fait, pour les salariés CIR ou agents CIR, ils seront revus systématiquement tous les 4 ans par le médecin du travail, qui redélivrera un avis d'aptitude. Et ensuite, il y a un intermédiaire entre ces 4 ans, c'est que tous les 2 ans,
le salarié va être vu par un professionnel de santé de la ISMT 36, très clairement par nos infirmières. Voilà. Donc il y a médecin du travail, infirmière, médecin du travail, infirmière. Voilà sur la partie SIR. Ensuite, on parle de suivi individuel adapté. Donc c'est un suivi un peu moins renforcé que le suivi SIR. Ça concerne les travailleurs handicapés et les femmes enceintes, les salariés de moins de 18 ans non affectés à des travaux réglementés, les travailleurs de nuit, les champs électromagnétiques et les agents biologiques catégorie 2. Et donc là, vous pouvez remarquer, on ne parle pas de délivrance d'avis d'aptitude, on parle d'une première visite par le médecin du travail, et dès lors que c'est une embauche, la première visite se fait par l'infirmière. Ce salarié-là est revu au maximum tous les 3 ans à compter de la première visite. Et ensuite, il est revu au maximum tous les 5 ans par l'infirmière. Donc on parle de visite d'information et de prévention. Par Vous voyez? rapport aux femmes allaitantes, pardon, Rodolphe, on Oui, parle bien des femmes enceintes, allaitantes ou venant d'accoucher, hein? ouais, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Oui, parce que les infirmières désormais font des visites de reprise post-maternité. Alors je le répète, hein, parce que des fois j'ai des réactions d'entreprise en disant: «Oui, mais on paye pour une visite médicale avec le médecin du travail et l'infirmière c'est sous-évalué». Pas du tout. C'est surtout qu'elles n'interviennent pas du tout sur le même champ d'intervention. Le médecin du travail va vraiment se concentrer sur des pathologies ou des risques avérés, importants, mais l'infirmière va aussi aller sur ce champ-là, mais pour des salariés qui sont moins concernés par des risques graves. Et puis le dernier type de suivi, qui concerne les agents ou les salariés qui sont exposés à très peu de risques, sont les suivis individuels généraux, les SIG. Donc ce sont tous les autres salariés qui n'ont pas été mentionnés ci-dessus. La première visite par un professionnel de santé de la ISMT 36 dans les 3 mois à compter de sa prise de poste, et c'est 2 mois pour les apprentis. Donc pour ce type de salarié, si vous embauchez un agent qui n'est soumis à aucun risque, nous, on a 3 mois pour lui faire sa visite d'embauche. Et il est revu au maximum tous les 5 ans par un professionnel de santé. En fait, ces périodicités a été mis en place par le législateur avec la loi El Khomri, c'était pour faire face déjà à la pénurie médicale. On a distendu un petit peu les visites médicales puisqu'il y a quelques décennies, tous les salariés étaient vus tous les ans. Mais compte tenu de la pénurie médicale, on a été obligé d'adapter les périodicités de visite. J'ai cru voir passer une question. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a une question par rapport à l'obligation ou pas pour les agents d'informer l'employeur dès lors qu'il y a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Bon, disons que non, les agents ne sont pas obligés de vous donner l'information par rapport à leur RQTH. Vous êtes dans l'obligation de déclarer vos effectifs, notamment dès lors que vous avez plus de 20 agents, mais les agents ne sont pas obligés de vous donner leur RQTH. D'où l'importance aussi pour vous de sensibiliser le collectif par rapport à ce statut-là. Et là, nous, centre de gestion, on peut vous épauler par rapport à ça, parce que je vous rappelle que je suis aussi référente handicap sur le département par rapport à toutes ces questions. Donc, il peut y avoir des démarches de sensibilisation pour aider vos agents finalement à vous informer ou à se faire reconnaître, en tout cas à vous donner l'information. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi revoir ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut amener vos agents à échanger là-dessus. Alors, Juste- par contre, parce que je vois la continuité de la question, nous arrive tous les jours qu'un salarié dans le cabinet médical déclare à son infirmière ou à son médecin du travail qu'il a reconnu travail handicapé alors qu'il ne l'a pas dit à son employeur. Ouais. Nous, on changera le type de suivi médical. Mais par contre, on ne donnera pas la raison à l'employeur, du fait du secret médical. Donc, je dirais que dans le pire des cas, l'agent qui a une reconnaissance travail handicapé qui ne vous l'a pas dit sera quand même bien inscrit dans le type de suivi renforcé, puisque le médecin du travail a la main pour changer le niveau de suivi. Mais je le répète, des fois, ça peut être un peu frustrant. On ne vous dira jamais pourquoi on a changé de niveau de suivi médical à un salarié du fait du secret médical. Et on peut peut-être aussi rappeler qu'en dehors de cette périodicité de visite, les agents peuvent avoir des visites médicales à tout moment, à la demande de l'agent, de la collectivité aussi, hein, en fonction de la situation, de l'évolution de l'état de santé, que ça, c'est une périodicité minimum, mais que ça Oui. n'empêche qu'entre-temps, il peut y avoir des visites. Exactement. Alors la dernière fois, je vous ai donné nos tarifs, hein, qui peuvent paraître importants, mais ce tarif n'est pas calculé sur le nombre de visites réalisées à l'année.
Et donc, il arrive très régulièrement que des agents ou des salariés soient vus par nos services sans que l'employeur soit informé, puisque là aussi, dans la législation, on donne le droit à l'agent de faire une visite à la demande sans qu'on donne l'information à son employeur. Et au même titre, la collectivité ou l'entreprise qui, pour une situation très particulière, souhaite une visite complémentaire, elle peut tout à fait faire une demande spécifique auprès de son équipe médicale. D'où l'importance d'avoir beaucoup d'échanges avec vos médecins et vos secrétaires médicales, parce elles vont vous aiguiller par rapport à vos situations. Voilà, et puis pour terminer, je crois que c'est le dernier slide sur les... Ah non, pas tout à fait. Donc pour résumer, suivi individuel SIG, donc visite d'information et de prévention par un professionnel de santé, première visite maximum 3 mois après une prise de poste, périodicité définie par le médecin du travail 5 ans maximum, et on fait une remise d'attestation de suivi et pas d'avis d'aptitude. Donc ça, c'est le premier niveau de suivi médical. Ensuite, le suivi individuel adapté, donc travailleur handicapé ou pension d'invalidité, oui, hein, donc c'est tout le champ du handicap, hein. Travailleur de nuit, salarié de moins de 18 ans, soumis à des agents biologiques, champs électromagnétiques, femme enceinte, ayant accouché ou allaitante. Donc là, c'est une visite d'information et de prévention par un professionnel de santé. Première visite médicale, maximum 3 mois après une prise de poste. Et avant prise de poste, quand même, travailleurs de nuit et salariés de moins de 18 ans, agents biologiques et champs électromagnétiques, on a quand même l'obligation de les voir avant leur prise de poste. Et ensuite, la périodicité, elle est définie par le médecin du travail avec une périodicité maximum de 3 ans. Et là encore, une remise d'attestation de suivi. Et puis enfin, la fameuse SIR, bon, ce sont tous les risques que je vous ai mentionnés tout à l'heure qui nécessitent un suivi plus particulier. Donc, première visite, là, on parle d'examen médical d'aptitude à l'embauche par le médecin du travail avant la prise de poste, un examen médical d'aptitude par le médecin du travail tous les 4 ans et une visite intermédiaire avec les infirmières tous les 2 ans. Voilà, Parfait. donc ça va être à votre disposition, j'imagine, hein, le document. Et puis, je le répète, si vous avez des doutes par rapport à vos agents, une fois que vous aurez procédé à votre adhésion, vous aurez tout à fait le temps d'échanger avec vos équipes médicales. Et encore une fois, hein, par rapport à nous, au Code général de la fonction publique et puis surtout à l'application de la règle dans la fonction publique territoriale, normalement, en effet, nous, on est censé avoir un suivi médical périodique tous les 2 ans. On ne sait pas pourquoi, hein, malgré la loi El Khomri, ça n'a pas changé dans la fonction publique territoriale, pardon, alors que ça a changé, par exemple, pour l'État. Donc on sait que le suivi qui est proposé aujourd'hui n'est pas réglementaire, ne respecte pas cette règle-là. Néanmoins, on n'a pas d'autre solution. Soyons clairs. Et même si la MSA jusque-là adaptait au mieux le suivi qui était proposé pour justement répondre à cette obligation réglementaire, demain, ils ne seront de toute façon plus en capacité de répondre non plus à cette périodicité tous les 2 ans. Donc voilà, donc à un moment donné, on fait au mieux avec aussi les moyens dont on a à notre disposition. On remercie déjà beaucoup la ISMT de voilà, trouver une solution par rapport à ça. Et je ne pense pas que le législateur viendra taper sur les doigts de collectivités ou d'employeurs publics parce qu'il propose une solution, peut-être pas réglementaire jusqu'au bout, mais au moins propose une solution tout de même plutôt que rien du tout. Donc voilà, c'est aussi important d'avoir ça en tête. Oui, moi je dis souvent, l'adhésion, c'est une assurance santé-travail. Voilà, au moins le fait d'avoir l'adhésion en votre possession montre que vous avez fait la démarche et que vous avez fait la démarche d'assurer le suivi et la santé de vos agents. On ne viendra jamais vous embêter sur la périodicité des visites parce que c'est aussi notre responsabilité. Et comme l'a dit Elodie, de par la législation, le droit du travail et la pénurie médicale, de toute manière, on n'est pas en capacité de suivre votre législation. Voilà. Par contre, il est clair que là, vous pourriez être embêté si vous n'avez pas fait de démarche d'adhésion, comme le disait précédemment Elodie. Voilà, et pour terminer, sur les embauches, donc pour un poste sans risque SI-SIA, on est bien sur une visite d'information et de prévention initiale, qu'on appelle VIPI, et on vous remet une attestation de suivi. Et pour les postes à risque, les SIR, c'est bien un examen d'aptitude médicale à l'embauche avec la délivrance d'un avis d'aptitude. Donc tous ces documents-là, vous l'aurez sur votre espace connecté. Vous avez la possibilité de consulter les documents, de consulter les convocations. Euh, on va pas le faire pour l'instant avec toutes les collectivités locales, mais sur la partie entreprise privée, avec notre logiciel métier, on commence déjà à donner la main à nos entreprises pour positionner certaines visites médicales
pour être aussi le plus réactif possible. Mais dans un premier temps, on va rester dans notre organisation actuelle avec eux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de vous évoquer? Alors, comment est-ce que cela se passe pour un renfort d'été? Faut-il inscrire ou non l'agent sur le site? Bah, c'est un peu la même réponse qu'on Oui. vous a fait tout à Oui. l'heure. Avant d'inscrire ce renfort d'été, parce que moi je peux comprendre, hein, les entreprises ou les collectivités payer une adhésion et on propose une visite alors que l'agent, le salarié est déjà parti. C'est pas possible ça. Donc sur ces situations-là, appelez l'équipe médicale. Généralement, l'été, on est un peu plus en activité moins stressante, donc on peut avoir la possibilité de rencontrer les jobs d'été. Donc, appelez votre équipe médicale et voyez si c'est possible de caler une visite médicale. En fonction de la réponse, vous l'inscrivez ou pas. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas même à prendre la parole hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Rien de particulier, apparemment. Donc maintenant, voilà, à vous de la main. Voilà, tout est entre vos mains, en tout cas pour effectuer vos démarches d'adhésion directement. Et puis si vous avez des questions de toute façon, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers l'équipe de Monsieur Carvalho ou vers moi si besoin, hein, il n'y a pas de souci. On vous remettra le support, il y aura aussi un replay et puis on a le lien avec tous les documents qu'on vous a préparés hein, pour vous permettre de réaliser vos démarches aussi facilement que possible. Donc voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions particulières. Alors, juste pour terminer, déjà, merci de vous être connecté à cette présentation. Si vous le souhaitez, bien évidemment, alors pas au cas par cas, mais si un jour vous souhaitez visiter notre siège, notre centre à Châteauroux ou une antenne en fonction de votre lieu géographique, on pourra tout à fait l'organiser, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est important aussi que vous puissiez voir les locaux dans lesquels vos agents vont être accueillis. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là pour ce matin. Merci beaucoup à vous, Monsieur Carvalho Bayon, hein, pour vos interventions et puis voilà, votre éclairage par rapport à ces démarches qui ont l'air quand même assez aisées. Merci à chacun, chacune pour s'être connecté et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, on est à votre disposition. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.